qu'on va parler de la Russie, de la Crimée, étant donné qu'on a suivi le dos d'assez longue date, qu'on avait fait plusieurs vidéos, plusieurs rediffs de live sur YouTube par rapport à ce sujet. On a une déclaration de Poutine, alors c'était traduit en direct. Je ne sais pas s'il existe une traduction un petit peu plus précise. Moi, j'ai pris la première qui me venait ce matin avec le café. Je me lève avec Trotsky et juste derrière, je vois ça qui pop sur mon fil d'actualité. Donc, si l'Ukraine devient membre de l'OTAN et récupère la Crimée par la voie militaire, les pays de l'Union européenne vont être automatiquement entraînés dans le conflit avec la Russie, déclare Vladimir Poutine. Et on va Je l'ai déjà évoqué et je veux que vous m'entendiez et le passiez à vos publics, à vos lecteurs. Si l'Ukraine est le membre de l'OTAN et va récupérer les Crimées par la voie militaire, les pays européens vont être entraînés automatiquement dans le conflit avec la Russie. Bien sûr que le potentiel de l'OTAN unie et la Russie ne sont pas comparables, mais nous comprenons que la Russie est une puissance nucléaire qui dépasse par quelques types d'équipements les autres pays. C'est quand même étonnant de le préciser parce que on sait depuis la guerre froide. Et pourquoi le rappeler? On a une puissance nucléaire considérable quand même, donc faites gaffe quand même à votre cul. Entraîné dans ce conflit malgré votre volonté. Il y a aussi des ours qui tirent des rayons laser. Oui, non mais ça, oui, il peut les rapatrier de Sibérie à tout moment, j'imagine. Vous n'aurez même pas le temps de réagir. Bien sûr que le président Macron ne veut pas ce scénario. Moi non plus, je ne le veux pas. Mais voici, il est là, il me parle depuis déjà 6 heures, presque en me torturant. Je crois que c'est une mission très courageuse. Je suis très reconnaissant à lui qu'il entreprend ses efforts pour trouver les compromis qui sont admissibles pour nous tous. Et les propositions que nous avons adressées à l'OTAN et à Washington, il n'y a aucun point qui n'est pas faisable, aucun point. En ce qui concerne la situation au Donbass, monsieur le Président a dit que la Russie a amassé les groupements militaires, mais l'Ukraine a fait la même chose au Donbass. Je vous répète encore une fois, ils ont tenté 2 fois déjà de régler cette question d'une manière militaire. Est-ce que l'Ukraine menaçait d'envahir la Russie? Alors après, la Russie, techniquement, ils sont à la frontière, ils ont le droit d'être à leur frontière. Mais tu peux comprendre que ça inquiète des gens. Alors il y a Alex Calvin qui nous dit justement, il rappelle ce qu'il ne fera pas, le nucléaire pour se défendre, ça se comprend. Alors déjà, encore une fois, il dit, ouais, si les gens... si les pays de l'OTAN, s'il y a un élargissement de l'OTAN, et s'ils interviennent en Ukraine. En Ukraine, est-ce qu'il se défend s'il y a des troupes qui arrivent dans un pays limitrophe? Je sais pas trop. Et à mon sens, en fait, des missiles nucléaires, ça se justifie jamais, quoi. Alors, à la limite, tu pourrais dire si toi-même, tu sais qu'on te dit, ça y est, il y a des ogives nucléaires, elles arrivent dans 5 minutes. Que toi tu tires, mais même là tu vois, tu te dis nous on est foutus, est-ce qu'il faut qu'on emporte un autre pays avec nous, et puis plein d'autres pays, parce que le nucléaire il va pas s'arrêter à la frontière, tu vois. Si tu bombardes plein de villes stratégiques, donc certaines je sais pas, si tu bombardes des villes d'Amérique du Nord, Seattle, au Canada ils vont morfler aussi, quoi. Donc je ne sais pas, pour moi, c'est forcément toujours une erreur. Alors, la dissuasion nucléaire, ouais. La menace nucléaire, je sais pas si on est toujours dans la dissuasion. L'utilisation, le passage à l'acte sont forcément délétères, quoi. La menace fait entièrement partie de la dissuasion nucléaire. C'est de la dissuasion de la droite. Et je vais même vous dire plus, dans ce genre de cas, la France, malheureusement, se grandit, si elle était indépendante, à menacer tout le monde. C'est-à-dire que dans ce genre de cas... Non mais en termes diplomatiques, si tu menaces tout le monde, non, je suis pas sûr que ce soit une bonne strat. Avant, la France, elle disait, si vous faites les cons, on vous tape tous d'un coup, en même temps, et ce sera fini pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'on règle les problèmes. Merci pour le follow, c'est Fly. La bombe atomique. En général, ça nous fait créer une convention internationale ou quoi. Ouais. Mais il faut tenir ses positions pendant longtemps. C'est-à-dire, arrêtez de faire les cons, les gros, parce que même les petits peuvent vous taper. Ouais.
Alors Lex Calvin qui nous dit l'Ukraine n'est pas la Russie. Bah justement on est d'accord, du coup est-ce que c'est vraiment légitime ce genre de menace de Poutine? Pour y étaler, les Ukrainiens détestent la Russie comme l'Écosse déteste les Anglais. Alors encore une fois j'imagine que ça dépend où en Ukraine. Parce que en Crimée, sur le coup, la communauté internationale, dans le vote qu'il y avait, c'était en 2014, je crois que c'était 2014, dans l'annexion de la Crimée, il y a eu une contestation sur le fait qu'on organise un tel vote pour annexer des bouts de pays. Ceci dit, surtout quand les votes s'avèrent être des plébiscites, ceci dit, je crois pas qu'on ait dénoncé des irrégularités. Alors on m'a nuancé ça un petit peu l'autre fois, mais j'ai pas réussi à recouper cette information. Par les Russes ne résume pas l'affinité avec la Russie. Non, mais justement en Crimée par exemple, c'était... Alors, et l'histoire de la Crimée c'est encore plus compliqué, parce que et c'est pareil quand tu dis oui, la Russie n'est pas l'Ukraine, mais en fait... Oui, évidemment, et il faut maintenir quand même un petit peu un état de droit. Il y a des frontières qui sont constituées depuis plusieurs siècles, bon, qui ont évolué au fur et à mesure. Mais la Russie, en fait, si on remonte vraiment à l'origine, c'est le Russe de Kiev. Donc après, ouais, on peut justifier n'importe quoi. On peut dire oui, bah les Francs, ils venaient d'endroits germaniques, donc on va, tiens, la Bavière, c'est à nous. Non, ça fonctionnait évidemment pas comme ça. Par contre, effectivement, il y avait eu un bail avec du temps de l'URSS où il y avait la Crimée qui avait été rétrocédée par la Russie, mais tout en restant dans le giron de l'URSS, donc ça les dérangeait pas tant que ça. Et finalement, à la dislocation du bloc soviétique, et bah du coup finalement ils avaient vraiment perdu la Crimée sur le coup, et donc c'est ce sur quoi ils sont revenus. Donc c'est vrai que c'est une histoire compliquée. Moi d'un point de vue intuitif, alors faut toujours se méfier de ses intuitions, mais d'un point de vue intuitif j'aurais tendance à pas être trop d'accord quand on annexe des bouts de territoire d'un pays qui a pas l'air d'accord avec ça globalement. Bref, et je parle de l'Ukraine continentale, d'accord. Mais alors sur la Crimée, est-ce que tu as une position particulière, Lexia Levine? On va écouter la fin de la déclaration de... Il nous reste un tiers de la déclaration de Poutine. Sans le cacher, en utilisant l'équipement militaire et l'aviation, et qui va nous donner des garanties que cela n'arrivera pas. Nous voulons aussi des garanties. C'est une question très complexe. Voilà pourquoi on a parlé pendant tant d'heures. J'espère que demain, Monsieur le Président va discuter ces questions épineuses, mais qu'après les consultations avec les dirigeants ukrainiens, nous allons recevoir les réactions, la réponse sur ce qui est admissible pour l'Ukraine et sur la base sur laquelle nous allons construire nos relations dans le futur. Et voilà donc pour cette déclaration de Poutine. L'idée que l'Ukraine serait sacrifiable pour avoir la paix avec Poutine est sous-entendue par les pro-Poutine et ça n'est pas acceptable. Ça me semble l'être difficilement. Et puis bon, on a vu dans l'histoire, bon, sans vouloir faire toujours le même genre de réduction, mais bon, ouais, bon, bah, Osef des Sudètes, c'est pas grave qu'il l'annexe quelque part, oui. On s'en fout et ça a l'air d'être à moitié légitime le truc, et puis quelque part les gens ils parlent allemand et... Enfin bref. Les Espagnols détestent les Français, je savais pas ça, Sircha. Je sais pas d'où tu sors ça, ou si tu le sors en mode van. Tout le monde déteste tout le monde, hein. Les Bordelais détestent les Vendéens, les Basques détestent les Bordelais, tout le monde déteste les Parisiens, enfin bref. Et même à l'intérieur d'une même ville, hein, les gens de tel quartier, c'est des connards, enfin... Mais par contre, déconné depuis tout à l'heure, le problème c'est le gaz. Le problème c'est pas le gaz, c'est pas que le gaz. Si on devait s'arrêter à ça, dans ces cas-là, le problème de la guerre d'Irak, c'est résumé au pétrole. Non, désolé, ça s'arrête pas que à ça. Faut éviter les explications monocausales, comme j'aime souvent le rappeler. Qu'est-ce qui t'arrive, Aurélia? Tu es en train de mourir? Non, j'essaie de faire venir Kali. Oui. Je lui dis des bêtises, je me fais rire moi-même. D'accord. Et écoute, bonne rigolade à toi, tout simplement. Qu'est-ce que vous disiez, messieurs? En live pour essayer de l'inciter à venir me rejoindre, mais bon, ça va pas l'air. S'il est fatigué, le mec, laisse-le se reposer, mais on fait des bisous à Kali, évidemment. Et donc on a eu Mélenchon qui a fait aussi une déclaration sur la Crimée, enchaînons, en restant sur des bails un petit peu de non-ingérence. La France doit être alignée, ce qui signifie que ni les Russes ne doivent entrer en Ukraine, ni les Américains ne doivent annexer l'Ukraine dans l'OTAN, voilà le but. Alors après, le but sans s'en mêler, non aligné, oui, c'est...
peut être non aligné et essayer de peser du poids, évidemment. Mais en tout cas, ne rejoindre aucun des deux camps. Et c'est vrai que, est-ce que les moments où la France était la plus forte, c'était pas quand elle se posait un petit peu en troisième voie, en puissance un petit peu plus faible, mais qui faisait un petit peu, justement, qui ne se ralliait pas aux deux grands camps qui étaient en constitution. Actuellement, on est quand même plutôt ralliés sur des bails otaniens. Et donc, écoutons ce que nous dit Mélenchon. La France doit être non alignée, ce qui signifie que ni les Russes ne doivent entrer en Ukraine, ni les Américains ne doivent annexer l'Ukraine dans l'OTAN. Voilà le but. Mais vous dites que face à la menace de l'OTAN, Vladimir Poutine a raison de réagir. Je ne sais pas comment nous, Français, nous réagirions si on apprenait que M. Erdogan avait créé une alliance qui encerclerait la France. Ça ne nous ferait pas plaisir. Donc je pense que le maître mot, ça doit être la désescalade. Les Russes ont leur alliance aussi. Je reproche au président Macron d'avoir fait monter le ton à un moment donné en disant la France va défendre l'intégrité du territoire ukrainien. Tout ça me paraît complètement excessif. Si on veut jouer un rôle, il faut être non aligné. Si on choisit d'être aligné, on joue plus de rôle. On est dans un des camps. Et l'intérêt de la France, c'est pas de transformer la Russie en adversaire. La France doit être... Voilà pour ce que nous disait Mélenchon à ce sujet. Et alors, sur la rencontre Macron-Poutine, oui, alors ça avait fait beaucoup rire Tabibian qu'il soit très très éloigné. C'est vrai que la table est très très grande, effectivement. Alors après, est-ce que c'est un petit peu le design de la table en disant oui, ça dénote un petit peu voilà, d'une certaine distance, ne serait-ce que physique, et d'une certaine froideur dans cet échange. Si Macron il avait été sur le siège qui est juste là, est-ce qu'on n'aurait pas dit ouais lui il se met en bout de table en chef de famille et toi du coup en fait t'es déprécié parce que t'es pas à un autre bout de la table comme un égal. Donc bref, quelle que soit la disposition, et à la limite j'ai envie de dire c'est du cosmétique. Mais on s'en fout. Ça s'est raconté, donc c'est un article de l'Obs sur le coup. Le président russe a estimé que des idées et des propositions du président français qui se rend à Kiev ce mardi pouvaient permettre d'avancer. Avec beaucoup de citations d'un mot, l'entretien aura duré plus de 5 heures. Alors, c'était Poutine, on l'entendait juste avant, qu'il disait avoir été torturé pendant près de 6 heures, effectivement. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cet entretien, mais voyons ce qu'a en dire l'Obs. Lundi 7 février, Macron et Poutine ont longuement échangé sur ce sujet brûlant de la crise ukrainienne. À l'issue de cette rencontre, le président russe a estimé que certaines des idées de son homologue français pour désamorcer les tensions russo-occidentales pouvaient permettre d'avancer. C'est bien, c'est flou, on dira du Taubira. Certaines de ces idées, de ces propositions, sont possibles pour jeter les bases d'avancées communes, a déclaré Vladimir Poutine au cours d'une conférence de presse commune, tout en jugeant prématuré de les exposer publiquement. Les dirigeants russes et français se reparleront après la rencontre d'Emmanuel Macron et du président Zelensky à Kiev ce mardi, selon Vladimir Poutine. Le même mardi ? Bon, écoute, faites chauffer l'avion. Hein. De son côté, Emmanuel Macron a déclaré avoir proposé à Poutine de bâtir des garanties concrètes de sécurité pour tous les États impliqués dans la crise. Le président Poutine m'a assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique et de sa volonté de maintenir la stabilité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Pour le moment, en tout cas, c'est quoi ces engagements ? C'est sa volonté, donc du coup, c'est pas de sa parole, il n'y a pas eu de... Est-ce qu'il y a eu des écrits qui sont... Est-ce qu'il y a eu... je sais pas, peut-être un traité. Ils ont craché dans la main, tu sais. Je sais pas. Enfin, un traité avec deux pays où la France serait toute seule sans d'autres pays de l'Union Européenne, ce serait peut-être un peu bizarrement perçu. Salut El Bastardo. Et salut Kiwi qui nous rejoint aussi sur Twitch. Vladimir Poutine a toutefois de nouveau dressé un réquisitoire contre l'OTAN, accusé de s'être élargi ces 30 dernières années jusqu'à menacer la Russie. C'est toujours, évidemment, ça a toujours été un petit peu ça. Et puis, il y en a qui prophétisaient que l'OTAN cesserait d'exister quand il n'y aurait plus le pacte de Varsovie. Ceci dit, au pacte de Varsovie a succédé une autre organisation. Quelqu'un voulait intervenir ? Je vous entendais. Non ? Eh bien, dans ce cas-là, je continue. On essaye de nous calmer par des assurances comme quoi l'OTAN est une organisation pacifique et de défense, a-t-il dit. Avant de citer l'Irak, la Libye, Belgrade en contre-exemple. On pourrait citer aussi quelques takes russes dans les dernières décennies. Il a de nouveau dénoncé l'aide militaire à l'Ukraine de la part des Occidentaux. Peut-être que les théâtres d'opération dans lesquels la Russie s'engageait étaient un petit peu plus locaux, ceci dit. Le maître du Kremlin a en outre critiqué le refus occidental d'accepter ses principales exigences, la fin de la politique d'élargissement de l'OTAN. C'est-à-dire, il n'y a plus aucun pays qui a le droit de rentrer, ou est-ce que c'est certains pays européens ? Comment ça fonctionne ?
l'engagement de ne pas déployer d'armes offensives à proximité des frontières russes, combien de centaines de kilomètres, c'est pareil, c'est toujours dans le détail quoi, et le retrait d'infrastructures militaires de l'Alliance sur les frontières de 97, c'est-à-dire avant que l'organisation n'accueille en son sein d'ex-membres du bloc soviétique, justement, c'est surtout ça à mon avis sur lequel ils l'ont mauvaise, c'est que c'était leur territoire d'influence un petit peu exclusif pendant assez longtemps. Le président russe a enfin, une nouvelle fois, accusé l'Ukraine d'être la seule responsable de l'impasse dans laquelle se trouvent les pourparlers de paix dans le conflit du Donbass, opposant Kiev à des séparatistes pro-russes, largement considérés comme parrainés par Moscou. Kiev rejette toujours toutes les opportunités d'un rétablissement pacifique de son intégrité territoriale. Alors, quel est le compromis qui a été proposé à Kiev? Aussi, c'est la question qu'on pourrait se poser dans le détail. Est-ce que c'est un chantage de bon bah voilà en fait on garantit oui un peu la mafia ouais on garantit ta sécurité mais il va falloir commencer à acheter tel truc chez nous à être à aligner diplomatiquement sur telle position que nous on a, je ne sais pas le détail, c'est des spéculations quoi. Si quelqu'un en sait plus, n'hésitez pas, n'oubliez pas que c'est une radio libre, que vous pouvez nous rejoindre. Aurélien a mis le lien récemment si vous souhaitez participer. Il n'a par ailleurs pas jugé que la Russie se comportait de manière belliqueuse, malgré le déploiement de dizaines de milliers de soldats près des frontières ukrainiennes depuis des semaines, laissant craindre aux Occidentaux une nouvelle invasion. Ah, c'est vrai que tu te dis toujours, oui, des dizaines de milliers, voire 100 000 hommes, on parle des fois de plus de 100 000 hommes. Lundi soir, alors après, selon les chiffres, les chiffres des organisateurs, chiffres de la police, vous savez, c'est souvent un petit peu différent. Lundi soir, le président américain Joe Biden a précisé, ça j'ai trouvé ça bizarre, a précisé les sanctions possibles contre la Russie, une déclaration faite aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz, ce dernier assurant que Washington et Berlin étaient absolument unis sur les sanctions infligées à Moscou. Voilà, c'est la suite. Si la Russie envahit l'Ukraine, cela veut dire des chars et des troupes qui traversent la frontière de l'Ukraine, encore une fois. Alors il n'y aura pas plus de Nord Stream 2, nous y mettrons fin, a dit Joe Biden au sujet de ce gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne. Alors même si l'Allemagne, voilà, ils se sont ralliés sur la position de Washington, on voit quand même que c'est eux qui commandent, quoi. Mais d'où tu fais des trucs comme ça? Bah, je sais que souvent, voilà, les pays de l'Union européenne ont tendance à s'aligner quand même sur les positions otaniennes, pour ne pas dire états-uniennes. Mais là, de dire, oui, c'est nous qui allons y mettre fin, dans ce cas-là, laisse s'exprimer Scholz sur le truc. D'où Biden, il fait ce genre de déclaration. Enfin, je trouve ça assez ouf. Mais visiblement, il n'y a que moi que ça choque. Pourquoi la France se mêle de ce conflit? Pour l'instant, oui, la façon de s'en mêler, c'est, je crois qu'on avait, c'était la ministre des Armées, je me souviens plus, Florence Parly, je veux plus dire de bêtises, je me souviens plus du nom, la ministre des Armées, dites-moi sur le chat, qui avait déployé des troupes en Roumanie en but de pouvoir derrière arriver sur le théâtre d'opération un petit peu plus à l'est. La Russie a déjà annexé une partie de l'Ukraine en 2014, on en parlait tout à l'heure, la péninsule de Crimée. Depuis la même année, des séparatistes pro-russes soutenus par Moscou sont aussi en guerre avec l'armée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine, un conflit qui a fait plus de 13 000 morts. Alors du coup, j'ai suivi sur vos conseils ce que disait Simon Puech, parce qu'il avait couvert le truc, mais plutôt du point de vue ukrainien, sur le coup exclusivement du point de vue ukrainien. Il a dit qu'il voulait le faire du point de vue pro-russe et que ça allait, pouvoir aller interviewer les deux camps, filmé dans les deux camps, et que ça n'avait pas pu se faire, donc je ne sais pas ce qu'il en est, mais du coup voilà, regardez dans Backseat, notamment c'était Usul qui lui posait un petit peu la question là-dessus. J'attends dans Discord. Ah bah c'est cool, bah attends, je finis juste les deux paragraphes et je te fais monter Lex. Un processus de paix sous médiation franco-allemande a permis de figer le front, mais un règlement politique est paralysé. Macron veut le relancer. De son côté, la chef de la diplomatie allemande a rappelé à Kiev que les Occidentaux infligeraient de lourdes sanctions économiques. Il faut se menacer de sanctions économiques que de missiles nucléaires, c'est une mesure de rétorsion quand même, mais bon, un petit peu moins sévère, en cas d'offensive, même si cela aura un coût pour l'économie allemande. Les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont par ailleurs envoyé des renforts militaires en Europe. Le renseignement américain a assuré que la Russie avait 70% du dispositif nécessaire à une attaque de grande ampleur de l'Ukraine. Macron a évalué à 125 000 le nombre de militaires, vous voyez les chiffres, déployés aux frontières de l'Ukraine, en Russie et en Biélorussie. Et donc on va faire monter Lex qui nous a rejoint, merci de l'avoir fait monter, merci la modération. Comment ça va Lex? Merci de participer à l'MCP 150e du nom. Ah bah c'est bon, t'as tout compris. Bon parfait, t'es génial. Bonsoir Darimon, merci.
Merci à toi de nous rejoindre. Alors, tu connaissais un petit peu plus en profondeur le dos ukrainien, visiblement. Tu avais peut-être quelques précisions à nous apporter sur ce sujet, qui sont les bienvenus. Alors, au départ, en fait, jusque vers 2005, en fait, c'est le président Yanukovych. Donc Yanukovych, c'est un président pantin à la solde de Poutine. Je résume très vite. En fait, bon, je suis allé en Ukraine, j'ai vécu un petit peu là-bas, et j'avais une amie là-bas qui va un peu me réexpliquer tout ça. Donc, se produit la Révolution Orange. La Révolution Orange, en gros, c'est soupçonné par Poutine d'être une manipulation type OTAN, USA, d'accord? C'est en gros, on met en route une militance d'opposition dans la rue avec des manifestations de gens habillés en orange, d'où le nom, et ils vont mettre en place des bannières, des défilés, des sit-ins, un peu comme Nuit debout, mais voilà, sur des places à Kiev, notamment Odessa et ainsi de suite. Moi, j'étais à Odessa. Lex, excuse-moi, juste, et c'est pas aussi dans ce truc qu'ils disent aussi les complotistes, alors vrai ou pas, je sais pas, qu'il y aurait eu des magouilles de Soros pour cette révolution, si je dis pas de conneries. Ce que pense Poutine à l'époque, c'est qu'il se dit beaucoup de savoir. Je sais pas si c'est vrai, hein, mais lui il pense qu'il y a une manipulation états-unienne, peu importe de qui, que ce soit alors Soros, CIA, etc. Là, c'est délire à lui. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'il retient à l'époque, en tout cas, et qu'il fait comprendre évidemment aux Ukrainiens que la manipulation par les USA ne passera pas, ce genre de choses-là, d'accord? Encore une fois, c'est sa version des faits. Voilà. Mais il est sur ce principe-là. L'Occident est en train de l'attaquer via l'Ukraine et en train de grinder son territoire, qu'il estime être la Russie à l'ancienne. Donc avec Biélorussie, ainsi de suite. D'accord, il voudrait réunir tout ça. Bon, au final, il a en place donc Viktor Yanukovych, qui est un tyran classique, hein, comme on a en Biélorussie, comme on a un peu dans toutes sortes de pays équivalents. Et tout se passe bien pour lui, et il n'y a pas de problème, et voilà. Arrive donc la Révolution Orange, et la Révolution Orange prend forme dans les élections par une élection présidentielle qui a lieu en 2005, et le 23 janvier 2005, Viktor Yushchenko, qui était le meneur de la Révolution Orange, devient le nouveau président, jusqu'en 2010, d'accord ? Ouais. Entre-temps, entre 2005 et 2010, son fils va se distinguer par des affaires de corruption, il roule en Ferrari dans un pays où c'est pas trop le niveau de vie, des choses comme ça, qui font que les affaires se cumulant, Yushchenko, tout doucement, donc qui était en gros le partisan orangiste et président orangiste ensuite, et du côté de l'Ouest, pour parler de notre côté, pour parler clairement, zone Schengen pour l'Europe et OTAN pour les USA. En 2010, il s'en va, et c'est à nouveau, à cette fois, c'est à nouveau Yanukovych qui reprend le pouvoir et qui reprend la main, donc à nouveau le partisan de Poutine qui reprend la main à ce moment-là. Donc tout semble aller pour le mieux, mais pour éviter que ça se reproduise, depuis, Poutine fulmine un peu sa revanche, et il a fortement envie de grignoter l'Ukraine pour ces raisons-là, parce qu'il soupçonne une sorte de complot, on va dire, de la part de l'OTAN ou de l'équivalent. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas, je ne suis pas à la place de l'OTAN, d'accord, ni à la place de Poutine, mais en gros, on en est à peu près là. Et on arrive aujourd'hui, en fait, à cette idée que, voilà, il va tenter le coup avec la Crimée, ça marche, parce que la Crimée est majoritairement russophone, tendance russe, pour des raisons historiques de découpage post-Yalta, donc depuis 1945, et du coup, ça marche bien. L'annexion se passe bien, mais attention, la Crimée, si vous regardez la carte, je vous invite à regarder sur une carte, ou si tu peux en passer une, n'est pas sur la zone continentale de l'Ukraine, c'est de l'autre côté de la mer Noire. Donc c'est très important pour comprendre ça. Donc du coup, c'est possible d'annexer l'Ukraine. D'annexer la Crimée. D'accord. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que personne n'a trop gueulé en fait au niveau international. Ça s'est fait, il y a eu une réponse assez molle, et au final, voilà, ça a marché. Maintenant, le problème, c'est que envahir complètement, militairement, officiellement, c'est-à-dire pas avec des petits hommes verts déguisés ou des espèces de mercenaires payés à la va-vite, envahir avec l'armée officielle de Russie, qui attaque officiellement donc et envahit complètement l'Ukraine, donc jusque vers Odessa, jusqu'à Kiev, tout ça, c'est une autre histoire, parce que là vraiment c'est un acte de guerre, et ça passera pas, parce que autant la partie du Donbass, c'est encore la dernière frontière poreuse pour les russophones qui sont pro-russes, mais le reste c'est farouchement anti-russe, j'en ai la certitude, pour d'être sur place, ils sont farouchement anti-russes, jusque dans la cuisine. Même dans la cuisine, ça se distingue jusque-là. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment des traditions différentes, plutôt différentes, et ainsi de suite. Voilà. Et souvent, quand tu as deux pays qui se sont affrontés militairement et qu'ils ont des traditions culinaires assez proches, ils en revendiquent tous les deux farouchement la paternité avec un nom différent. Non, ouais. Des spécialités grecques, des spécialités turques, ce genre de choses, par exemple.
Et c'est pour ça que je fais la différence. En gros, la réputation, c'est que les Russes mangent très mal et en Ukraine, on mange très bien. La nourriture est meilleure en Ukraine. Bon, c'est un peu l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, les Ukrainiens. Je suis pas non plus allé là pour vérifier. Ce que j'ai mangé là-bas était classique dans les pays de l'Est, c'est-à-dire des soupes avec mélange de viande, des pieds de haricots, des trucs comme ça. Bon, c'est très bon. Mais voilà, c'est un peu les plats qu'on peut trouver dans ces coins-là. Ce qu'on appelle le borsch, si vous connaissez ce genre de plat. C'est une soupe de viande, je crois. C'est ça, voilà. Effectivement, c'est très sympa à manger, mais bon, faut garder à l'esprit que quand j'y allais, je disais à la meuf à qui j'étais, je dis oui, mais moi je veux manger local, je veux vivre un peu façon locale, tout ça, un peu quand ça. Et puis elle vous disait, mais non, on a qu'à aller chez McDo. Bon, tu vois, c'est quand même déjà cette ambiance. C'est un peu dommage, oui. Voilà. Et peut-être des McDo particuliers là-bas, je ne sais pas. Ouais, à mon avis, non, ils sont quand même très standardisés, j'en ai peur. Bon. Par contre, voilà, si vous voulez manger effectivement du caviar, pas trop cher, des trucs comme ça, alors là, c'est le pays pour ça. Hein. L'Ukraine, c'est très pratique. Bon. Donc blague à part, je pense pas que ce soit pour le caviar que Poutine veuille envahir l'endroit. Le problème, c'est qu'il a une revanche à prendre. Il a aussi très peur d'une autre chose, en fait, c'est qu'il a aussi, il y a beaucoup cette théorie-là qui, chez les anciens communistes, bloc de l'Est, tendance Poutine et compagnie, ils ont tous très peur, en fait, de ce qui se passait en Chine en 1989. C'est-à-dire, Tiananmen, pour eux, c'était une manipulation de la CIA, c'était un coup d'État déguisé contre l'État communiste. Et de fait, depuis, que ce soit donc les dirigeants communistes soviétiques classiques. Parce que ça avait été quoi la réaction à l'époque soviétique à Tiananmen? Ils avaient tenu une position officielle? Ah non, attends, encore une fois, c'est ce qui se dit beaucoup dans les Kremlins et autres dirigeants, instances, comment dire. C'est ce que je. Voilà, ce n'est pas ce que j'affirme moi, d'accord? C'est ce que eux pensent. Ils pensent que l'Occident, la CIA, l'OTAN leur en veut et veut les renverser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et alors moi, donc c'est de la dire, toi qui connais un petit peu la région, du coup je te pose des questions un peu à brûle pour point. J'ai entendu souvent dire que pour nous en Occident, il a l'air un petit peu d'un dictateur, Poutine, mais que de là-bas, il est vu comme un modéré parce qu'il y a des gens encore plus zinzins qui aimeraient bien arriver au pouvoir. C'est le cas ou? Oui, c'est assez vrai là. C'est-à-dire que Poutine est terrifiant. Mais ça pourrait simplement être le chaos, tout simplement. En gros, paupérisation maximale, encore pire qu'aujourd'hui. Et chute démographique, encore pire qu'aujourd'hui. Crise économique, encore pire qu'aujourd'hui. Enfin bon, en gros, tout ça, pire s'il y avait d'autres personnes, effectivement, qui prenaient le pouvoir. Alors, il y avait les anciens, il y a Vladimir Zhirinovski, pour les vieux comme moi qui se souviennent, parce que bon, j'ai 46 ans, donc j'ai vu ces trucs-là en direct. Et effectivement, Zhirinovski, c'est un mélange d'ivrogne à la Boris Yeltsin. Et d'incompétents façon, comment dire, ce qu'on a chez nous au Front National. Voilà. D'accord. Donc, si un mec comme ça pour le pouvoir en Russie, c'est la catastrophe. Hein, je veux dire. Voilà. En dehors de ça, c'est-à-dire que le mec est capable de finir à se dormir sur le clavier du bouton nucléaire, tu vois, un truc de ce genre de conneries. Ce serait un petit peu ballot. Voilà. En dehors de ça, moi, est-ce que j'ai très peur d'un mec comme Poutine? Oui, clairement, il y a des raisons. Est-ce que j'aimerais vivre dans un pays comme la Russie, soit communiste, soit pas communiste? Absolument pas. Je n'aime pas du tout ce genre de pays-là. D'accord, c'est pas la faute des Russes. Malheureusement, les Russes sont pris en otage aussi par leur chef d'État. Il paraît que c'est pas cher la Russie, ceci dit, si vous voulez y aller. Et en tant qu'étranger, oui, maintenant vous pouvez. Même l'Ukraine, vous allez en Ukraine, vous avez déjà un avant-goût. En gros, votre salaire est multiplié par 3 ou 4 à peu près. Voilà. Ouais, faut aller à Vorkuta. Donc ça vaut le coup. En dehors de ça, la grande peur de Poutine aussi, pour terminer, c'est le Koursk. L'accident entre guillemets du Koursk qui en fait a révélé plus tard au monde entier qu'en fait c'était bien une attaque des Américains. Là, c'est pas un complot. Les Américains ont envoyé 2 sous-marins d'attaque. Ça remonte, c'est les années 90, ouais. En 98, oui, mais c'est ça qui a motivé Poutine à se méfier des Américains. Et depuis 98, en fait, il fulmine contre les Américains parce que Poutine avait prévu de vendre des sous-marins d'attaque à la Chine, donc ils amènent le Koursk au large, pas loin, pour dire, voyez, ça c'est notre nouveau sous-marin d'attaque tout le tremblement. Les dirigeants chinois de l'époque se pointent en disant, on va acheter du matériel militaire, hein. Après tous les autres pays font bien ça. Et les Américains ne sont pas d'accord, mais plutôt que de s'opposer frontalement, diplomatiquement, je veux dire, ils vont envoyer 2 sous-marins, un petit et un grand d'attaque, et se sentant menacés, le Koursk les a repérés, ils vont tirer à la torpille 2 fois. Donc 2 fois coulés par le fond. Et quand on voit la coque du Koursk, évidemment, on voit bien que ce sont des explosions rentrantes. Donc ce sont bien des torpilles qui ont percé la coque dans le sens d'entrer dans la coque. Depuis ce jour-là, alors que le Koursk est un modèle technique, eh bien, Poutine fulmine aussi contre les USA. Alors là, ça peut se comprendre un peu. Il est en train de faire un truc dégueulasse, c'est-à-dire vendre de l'armement, mais après tout, c'est ce que fait la France. Il n'y avait pas eu des théories comme quoi le Koursk c'était des défaillances techniques, que leur matériel il était obsolète, enfin c'était sûrement une contre-propagande aussi, hein, mais... C'était le fleuron de l'époque, un modèle du genre tout le tremblement, et clairement, quand il y aurait des explosions sortantes de la coque, tu sais, le métal sort de la coque comme une fleur,
pas de problème, mais elles étaient rentrantes. Donc c'est pas possible qu'une explosion rentrante s'occasionne. Et d'autre part, le Kursk, il a sombré par, 25 mètres de fond. Un truc comme ça. Donc on voyait, depuis une barque dans la flotte, tu pouvais le voir en bas. Tu te penchais, tu voyais une ombre noire au fond de la flotte quand il a sombré. Donc Poutine a merdé pour aller récupérer les militaires qui étaient présents dans le Kursk. Ça a été un scandale national parce qu'en fait, les familles des victimes, évidemment, étaient scandalisées de voir qu'on a laissé crever leurs enfants. Et l'armée en a pris un grand coup, le prestige de l'armée, Poutine aussi. Enfin, ça a été... Bon, vous cherchez des vidéos, en fait, des procès et de l'audience globale sur le Kursk et comment les mamans, notamment des militaires, gueulaient pendant les procès et comment elles ont été traitées. Poutine a commencé à changer complètement d'opinion par rapport à ça. C'était déjà un revanchard, hein. C'était vraiment un mec qui avait détesté, en fait, en 91, la chute de l'URSS. Et il faut savoir que ce gars a une volonté de faire... Contrairement à Helsinki, par exemple. Pendant des années... Il y a des relents de guerre froide. Il a caché ses intentions de dictature à Boris Eltsine. C'était son second, hein, faut le savoir. Il lui a jamais dit ses intentions de reconquête, en fait, façon URSS, tout ça. Et Poutine, en fait, est arrivé au pouvoir par les élections, de manière tout à fait naturelle. Et Boris Eltsine ne pensait pas que ça se passerait comme ça. Et Boris Eltsine était assez ivrogne, incompétent tout le tremblement. Et en réponse à ça, Poutine voulait être un homme fort, dur, un meneur pour la Russie, pour montrer la différence. Donc il fallait qu'il donne une image forte et compagnie, d'accord ? Et du coup, ça a aussi construit sa personnalité internationale, à savoir, il en fait des caisses aussi par rapport à ça. Maintenant, ma vision personnelle du personnage, c'est que c'est comme un petit enfant. Il a envie qu'on s'intéresse à lui dans la cour d'école, et comme il y a un groupe d'écoliers qui jouent tout le temps ensemble, et lui, il est pas invité, et ben ça le fait chier. Voilà, il a envie d'être invité à la fête, et en fait, il n'arrive pas à l'admettre, évidemment, devant la communauté internationale. D'accord. On nous dit l'évolution du pouvoir d'achat des Russes sur 25 ans, on en parle. Alors après, faut voir justement d'où est-ce que ça partait, parce que tout s'était beaucoup effondré, notamment, et pas que l'économique, même si ça y est un petit peu corrélé aussi, l'espérance de vie sous Helsinki. Et donc forcément, oui, quand tu as une grosse chute de plein d'indicateurs, c'est plus facile de les faire remonter ensuite. Et puis, tu pourrais dire, ah oui, regarde, en Chine, leur niveau de vie il a augmenté. Oui, mais bon, est-ce que tout est forcément enviable dans la vie en Chine ? Non, attention, 300 millions de personnes peuvent consommer comme en Europe, en Chine, aujourd'hui, sur 1,4 milliard d'habitants. Oui, dans les zones rurales, ça reste toujours largement la merde, quoi. Mais... Bien sûr. Ce sont des endroits semi-désertiques où il n'y a rien. Et d'ailleurs, l'État chinois essaie de faire ce qu'il peut pour repousser et réimplanter, une barrière un peu comme il y a la barrière verte au Sahara. Ils font la même chose dans leur pays parce qu'ils ont ce problème-là. Mais ce sont des zones gigantesques en fait qui sont inexploitables ou qui sont d'une pauvreté hallucinante. Donc pour 300 millions de personnes, effectivement 300 millions de personnes c'est énorme, c'est comme si l'Europe entière consommait comme le niveau de la France ou de l'Espagne ou de l'Angleterre, on va dire. Et du coup ils connaissent un exode rural qui continue, alors que chez nous peut-être la tendance est en train de s'inverser. On en parlait la dernière fois au sujet de Pipo Mantis, ce qui avait rien à voir, mais sur l'exode urbain des gens qui ne peuvent plus vivre dans les grandes villes, ni même dans certaines des banlieues immédiates, quoi. Sauf que eux, c'est l'inégalité qui se creuse, quoi. Sauf que eux, c'est à l'échelle de 1 milliard de personnes. C'est... Pour 300 millions de personnes qui profitent de la société, il y en a 1 milliard qui attendent à la porte, qui mangent les miettes et qui sont issus des campagnes et qui attendent de bosser dans une usine pourrie pour Foxconn. C'est quand même ça leur avenir. Hein. Mais en fait, par rapport à la Russie, il y a aussi un truc, je pense que d'un point de vue stratégique, le fait d'avoir des pays frontaliers qui sont de plus en plus alliés au bloc de l'Ouest, ça les perturbe naturellement aussi un max. Donc, au lieu, je pense, de vouloir véritablement reprendre le contrôle de l'Ukraine, est-ce que ce serait pas forcément plus intéressant pour eux de faire en sorte à ce que effectivement l'Ukraine reste dans sa position actuelle, c'est-à-dire un pays hors de l'OTAN au final, non? Ouais, et puis l'autre statut particulier, c'est que l'Ukraine, c'est aussi un grenier de l'Europe. Vas-y, Lex. Ouais, je te posais. Vas-y. Non, mais je te posais aussi la question, Lex, justement, vu que t'es spécialiste de la question. Alors, sur l'Ukraine, en fait, c'est le pays, en fait, pays est intéressant au niveau forestier. Il y a beaucoup de forêts. En termes de ressources minérales, il y a aussi ce qu'il faut en matière de minerais de diverses sortes. Le territoire est quand même assez grand. Je rappelle que c'est une superficie équivalente à celle de la France, si je me souviens bien. Combien de fois ? Faut que je regarde vite fait. Voilà. Donc c'est plus intéressant quand même de récupérer une seule fois l'Ukraine que 3 fois Ah, tu as coupé, Alex.
Donc pour toi, tu penses que véritablement la Russie veut récupérer l'Ukraine? Je crois que Lex a une petite déco. En Ouais. tout cas, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus. Baron Perché qui te remercie en tout cas pour ton analyse, qui semble peut-être y souscrire en partie, en tout cas y trouver de l'intérêt. Et alors la question que je pose à tout le monde, et en attendant que Lex Calvin récupère sa connexion, quelle stratégie pour une désescalade des tensions? Parce qu'on voit quand même une logique de bloc qui se constitue. On a des menaces qui se précisent. Ouais. Attends, j'ai une idée. Avant, tu vas faire passer quelques secondes à réfléchir, à faire un sondage sur YouTube pour savoir si les gens ils veulent un I Hate a Walk. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec la capsule. Et alors du coup, je vous laisse répondre, messieurs, sur quelle stratégie pour une désescalade. Est-ce que tu pourrais avoir des accords, voilà, des accords mutuels à la fois, je sais pas, oui, de faire de l'Ukraine un pays non aligné qui ne devra pas correspondre au territoire otanien et en contrepartie, je sais pas, une promesse solennelle couchée par écrit de ne jamais masser de militaires à plus de temps des frontières ukrainiennes. Un pacte de non-agression, j'allais dire, mais bon, on a déjà vu par le passé qu'il n'était pas respecté. Du coup, là, je pose des questions davantage que je n'ai les réponses, évidemment. Mais peut-être en avez-vous. En même temps, est-ce que c'est nous qu'on choisit dans l'absolu? Pas vraiment, et c'est pas nous qu'on choisit parce qu'au final, à l'heure actuelle, tu peux faire tous les pactes que tu veux. Enfin, on l'a bien vu de toute façon avec l'Allemagne après l'entre-deux-guerres. Hein, ils devaient avoir leur armée qui était limitée. Oui, la Rhénanie qui était démilitarisée. Oui. Donc bon, et ça les a quand même pas empêchés de passer par un territoire neutre. Ça les a pas ça a empêchés peut-être de se joué dans le remilitariser et ressentiment. Mais alors après, la situation n'était pas la même parce que c'était genre c'était pas le résultat d'une négociation. C'était une capitulation sans condition et t'acceptes tous les trucs qu'on te demande et t'as pas le choix. Oui, non, mais donc ça dire, crée du plus de ressentiment qu'un accord bipartite, quoi. Avec la puissance militaire russe, concrètement, si vraiment ils ont envie de faire quelque chose, la seule chose qu'on pourrait espérer, c'est qu'il n'y ait pas d'escalade de la violence et que malheureusement pour les Ukrainiens, en espérant que ça reste en Ukraine et que ça s'embrasse pas en conflit mondial, mais faire quelque chose. Et après, c'est un peu un marronnier de dire toujours oui, est-ce que on va vers la Troisième Guerre mondiale? Et heureusement que que pour l'instant à chaque fois c'était pas le cas. Mais voilà, il suffit d'une fois. Hein, donc mieux vaut être un peu parano en la matière. Hein. Je rappelle que la première a été déclenchée par un emplumé qui s'est fait. Qui s'est fait, un attentat d'un prince qui s'est mangé une bastos dans la rue. D'un archiduc, ouais, d'un archiduc, même pas un prince. Et donc, bon, tu te dis, certes, il y a eu du carburant qui s'était accumulé avant, mais là, on peut quand même se dire qu'il y a du carburant quand même. Bah ouais, qu'il y a justement une logique de bloc comme dans les précédentes guerres. C'est pour ça que, tu vois, c'est pas juste un pays contre un autre et la commu internationale qui observe le truc en disant ouais, calmez-vous. C'est des gens qui se menacent de part et d'autre. Alors d'un côté de rétorsion économique, de l'autre avec la dissuasion nucléaire. Donc, Et puis, d'autant plus que même si c'est informel, je pense que si ça devait partir comme ça, tout le bloc eurasien et asiatique, en tout cas sans spécialement le Japon, mais URSS Chine, à mon avis, ils seraient plutôt main dans la main, quoi. Et en termes militaires, URSS Chine, je pense, sont beaucoup plus puissants que États-Unis et Europe, en termes militaires, bien évidemment. Mais en l'occurrence, c'est ça qui nous intéresse. Mais là, la Chine, pareil, hein, elle est en pleine course à l'armement et tout. Ils sont en domaine de pointe dans certaines parties de leur armée et tout. C'est bon. Ça pue, il faut le dire. Nous, on choisirait, on va juste avoir une facture énergétique d'enfer déjà qu'elle a explosé, oui, parce qu'une grosse partie du gaz vient de Russie, donc du gaz domestique qui est utilisé pour se chauffer, pour plein de trucs. Donc, moi, je suis pas trop d'avis de l'ours dans le sens où je pense pas que ça pue tant que ça, parce que des tensions, il y en a toujours eu, et pour moi, ce sera juste une course à la renégociation des contrats, renégociation des frontières,
Mais ça n'ira pas plus loin. Après, oui, comme disait tout Renégociation à des l'heure frontières, Anthony, si elle bouge, ça va pas se faire sans heure. Hein, mais... Genre, je te rappelle que les tensions, il y en a toujours eu, mais des guerres, il y en a toujours eu aussi. Hein. Et que ça s'embrase encore. Après, des guerres mondiales, il y en a rarement mondiale. eu, heureusement. Mais... Bah, rarement. Depuis qu'on a un pays qui est grossièrement mondialisé, on en a quand même eu 2 en un siècle. Et si on part du principe que la guerre froide, même si c'était pas un conflit ouvert entre les deux puissances, ça a failli, on peut oui, à quand même l'époque. déterminer que ça a failli de nombreuses La fois. baie des cochons, Et tu que- pouvais te dire, là, on y est, quoi. C'est... Ah non, mais clairement, hein, les missiles de Cuba et tout, les Américains, il y a eu un gros boom des ventes de bunkers et tout. Les Américains, ils entendaient des sirènes, ils étaient tous persuadés qu'il allait avoir des frappes nucléaires, qu'il allait leur tomber sur la gueule et tout. Enfin, les tensions étaient vraiment palpables et à l'échelle mondiale. Donc la guerre froide, on peut quand même déterminer que c'était un conflit mondial, même si c'était pas un conflit ouvert. c'est effectivement un conflit mondial, mais bon, il y a aussi une différence quand même sacrée. C'est que par rapport aux 2 précédentes guerres mondiales, même toutes les autres guerres, hein, au final, hein, que ce soit, on pourra même dire dans ces cas-là, la guerre de 100 ans, tout ça. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que la grosse différence, c'est qu'il y a eu une bombe qui a pété à un moment. Donc aujourd'hui, concrètement, l'armement chimique est utilisé en premier dans les négociations. C'est ce qu'on amène sur la table. C'est ce que font les Russes en premier, puisque naturellement, là, c'est les Russes qui calment les gens. Ils ont presque plus grand chose par rapport à la grande Russie de l'époque. Donc forcément, aujourd'hui, ce point-là fait partie des négociations. Maintenant, dire que ça va frapper, sincèrement, moi, j'y crois pas. Parce que effectivement, de toute façon, là, il n'y a plus de question d'alliance entre la Chine et la Russie ou elle a pas l'air indéfectible. Mais je suis pas sûr qu'elle soit dans l'alliance d'ailleurs dont fait partie la Russie. Désolé, coupure violente de ma connexion, là je suis sur le data du portable. Pas de souci, Lex. Mais en tout cas, merci d'avoir participé. Et si tu récupères de la connexion, n'hésite pas. Et bah sinon, une prochaine, tu reviens quand tu veux. Mais au final, même quelles que soient les alliances, imaginons même qu'il y aurait un pays contre tous les autres. Ça va pas l'empêcher, lui, de péter au moins la gueule à 2-3 pays en balançant ses bombes dessus. Donc, au final, le jeu des alliances, est-ce que c'est véritablement un facteur qui est forcément très important? Non, je pense pas, parce que quand ça va péter, tout le monde va prendre cher dans la gueule. Donc, si c'est des bombes nucléaires qui pètent, ça c'est sûr que tout le monde va prendre dans la gueule. Oui, enfin, voilà, pas forcément directement, mais... C'est pour la question que je me pose, c'est... Bah, vu que là, ça en parle. Mais donc, tu dis quoi, Vulga? La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui ferait reculer l'un et l'autre? Qu'est-ce qui ferait reculer l'Ukraine? Qu'est-ce qui ferait reculer la Russie? Je veux dire, comment tu peux trouver un terrain d'entente alors que de l'autre côté, tu as un des États qui réclame une indépendance totale et que l'autre dit ah ben j'en ai rien à foutre de ton indépendance, je veux t'annexer entièrement. Là, la Russie n'a pas dit ça non plus, tu vois, mais... Non, mais, implicitement. Et elle a dit ils refusent les négociations qui maintiendraient l'intégrité de leur territoire. Territoire dont ils ont l'accès de partir 2014, ceci dit, mais... Salut Barnabé, désolé de lancer les discussions à cette heure-ci. Au final, ça reste toujours des négociations. Donc oui, la négociation ultime, c'est naturellement que l'Ukraine, en premier lieu, ne fasse pas partie de l'OTAN. Concrètement, c'est ça, c'est de ne pas avoir des pays frontaliers. C'est que la Russie ne veut pas avoir de pays de l'OTAN frontaliers. Et d'ailleurs, je crois que c'est toujours plus ou moins le cas aujourd'hui, même s'il y a des frontières communes avec qui? La Biélorussie. Oui, mais imagine que l'Ukraine a dit nous on veut pas avoir le territoire de l'OTSC à nos frontières. Donc c'est l'organisation de la Russie. Donc je suis en train de vérifier, il n'y a pas la Chine effectivement dedans. Il y a l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie, le Tadjikistan, donc plus centré sur l'Asie, quoi. Bah, des pays, pour certains, qui sont frontaliers, je crois, avec l'Azerbaïdjan, je crois. Je vois pas l'Azerbaïdjan dedans. Ah, t'as pas dit Azerbaïdjan? Autant non, pour moi, je crois que t'avais dit Kazakhstan, Kirghizistan. Ok. Non, je crois que t'avais dit Azerbaïdjan. Je vais y aller. Et bonne soirée, Vulgadroit, merci d'être passé. Et on te retrouve en live jeudi, en suivant le couvre-feu, normalement. Alors, soit pendant, soit après le couvre-feu. L'un n'empêche pas l'autre. Tout dépend. Pardon? L'un n'empêche pas l'autre, évidemment.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, bon, je demande. D'ailleurs aussi, je tenais à proposer aussi quelque chose. En fait, j'ai une chaîne, j'aimerais développer à côté ma chaîne secondaire et j'aimerais en Ne fait fais pas la même connerie que enregistrer moi. ma médi. Je rigole, mais vas-y. De quoi? Ne fais pas la même connerie que moi, j'allais dire, mais. Non, mais en fait, ce que je proposais de faire sur ma chaîne secondaire, c'était d'enregistrer mes différentes interventions sur les radios libres, comme ça, en gros, j'enregistre des, comment on appelle ça? Ben, tu sais, des interventions qui sont pas nécessairement sur le droit, tu vois. Donc, du coup, bon, là, en fait, je voudrais savoir, en fait, si tu m'autorises à enregistrer quand j'interviens sur la radio, etc., pour la rediffuser chez moi, quoi. Ouais, Enfin, si tu veux, tu mettras le lien dans la description, pas de souci, tu vois. Et tiens d'ailleurs, Aurélien, si tu peux remettre le lien de la chaîne de Vulgadroit sur le chat. Et moi, je remets la chaîne de Lex Calvin qui a participé tout à l'heure justement sur ce sujet, que vous pouvez retrouver régulièrement sur Twitch, une chaîne de gauche qui commente l'actualité. Alors, je crois que c'est pas en mode radio libre, c'est plus en mode revue de presse sur le coup. Il me semble, si je ne m'abuse. Shrem qui nous dit justement, pour le coup, Poutine a raison. Si guerre mondiale il y a, la prochaine sera à coups de bâton et de cailloux. Si y a des bombes nucléaires un peu partout. Ça va être compliqué. Juste vite fait, pour ma part, je vais vous laisser là, je vais retourner dans le chat. Je vous souhaite une bonne fin d'émission, une bonne fin de soirée, et je vous dis à plus tard. Merci d'être venu, Georges. Et puis, tu reviens quand tu veux, je te remets à la cafétéria. L'ours Aurélien, est-ce que vous avez une conclusion sur ce sujet épineux? Conclusion! Oh, ben, une conclusion... Ouais, je sais pas, perso, j'attends de voir. Je suis pas vraiment confiant avec tout ça, je suis pas vraiment confiant avec la présidentielle, je suis pas confiant là. Il est pas confiant là. C'est ça. En gros. Vous voyez, de toute façon, il est difficile de ne pas conserver quand même une part d'inquiétude, ce qui ne doit pas virer à la paranoïa, mais en la matière, bon bah voilà, le risque est tellement grand s'il se passe quelque chose que même si la possibilité que cette chose se produise est infime, c'est à surveiller, quitte à le surcommenter, comme on le fait un petit peu, parce que ça fera la 3e pastille qu'on aura fait sur l'Ukraine et la montée des tensions là-bas. Aurélien, est-ce que tu as un petit mot à ajouter, ou est-ce que tu préfères te taire à jamais? Pas forcément à jamais d'ailleurs. Ah, je le vois mute. Là, je pense qu'il est en train de faire la guerre à la Russie, mais dans Call of Duty, connaissant Aurélien. Et il essaie de les reconvertir à l'URSS. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. En tout cas, merci YouTube d'avoir suivi cette chronique. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites les trucs de fin de vidéo des YouTubeurs. Et faites des dons, c'est important. Faites des dons. Allez l'Uruguay.